Je vais maintenant discuter une version du théorème de Van Kampen où on est dans une situation comme ceci, avec un espace topologique Y, dans lequel on a deux parties B1 et B2 qui sont disjointes et homéomorphes, deux parties fermées. Et on va recoller B1 à B2 via cet homéomorphisme pour obtenir un certain espace X. Et on va chercher à calculer le groupe fondamental de l'espace quotient X. Quotient donc obtenu par identification de B1 avec B2. Alors, cet énoncé se trouve également dans le papier de Van Kampen de 1933. Donc, plus précisément, Y est un espace connexe par arc. B1 et B2 sont deux connexes par arc fermés disjoints. Phi est un homéomorphisme entre B1 et B2. On choisit le point base de B1, on l'appelle Z1. Il est envoyé par phi sur le point base Z2 de B2. Et on va identifier B1 à B2 via phi. Le point base de l'espace quotient X sera donc l'image, sera choisi pour être l'image de Z1 et de Z2 donc. Pour éviter les problèmes liés à ce qu'on a appelé les pathologies locales, on peut supposer par exemple que B1 et B2 disposent de voisinages ouverts, V1 et V2, qui sont disjoints, avec la propriété que VI se rétracte par déformation sur BI. Donc, on cherche à calculer le groupe fondamental de X. Bon, alors la première chose à observer, c'est qu'évidemment, X est obtenu par image directe de Y. Donc, le groupe fondamental de Y admet un morphisme naturel dans le groupe fondamental de X. Donc, en quelque sorte, on a déjà une première flèche qui va du groupe fondamental de Y, basé en Z1, dans le groupe fondamental de X, basé en Z. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut observer qu'il y a un lacet qui sera présent dans X et qui n'apparaît pas dans Y. Et ce lacet, c'est le lacet qu'on obtient quand on passe au quotient un chemin de Z1 à Z2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un chemin qu'on va appeler tau bar, parce qu'il est en haut. Tau bar entre Z1 et Z2. Il est quelconque, mais on le choisit. Voilà, on s'en donne un. Il va de Z1 à Z2. Et bien quand on identifie ces deux espaces, tau bar devient un lacet au quotient. Et ce lacet, évidemment, va se trouver dans le groupe fondamental, va donner quelque chose dans le groupe fondamental de X. Et on va l'appeler tau au quotient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le produit libre du groupe fondamental de Y avec tau, et ce produit libre admet un morphisme naturel dans le groupe fondamental de X. La première affirmation du théorème de Van Kampen, c'est que cet homomorphisme de groupe est surjectif. Donc on peut engendrer le groupe fondamental de X à l'aide de celui de Y basé en Z1, plus l'image de ce lacet. Voilà. Alors, la deuxième partie du théorème, évidemment, s'intéresse à étudier les relations qui peuvent exister entre ces deux groupes abstraits lorsqu'on les envoie dans π1 de X, afin de donner une présentation ou expliciter le groupe fondamental de X. Donc il s'agit pour nous maintenant de comprendre le noyau de cet homomorphisme qu'on va appeler F. Bien. Donc je vais vous décrire ce que j'ai envie d'appeler les relations évidentes. Alors, d'une part, nous avons le groupe fondamental de B2 basé en Z2. Donc on peut considérer des lacets ici. Si je précompose par tau bar, j'obtiens un lacet dans Y. Tau bar, le lacet dans B2, tau bar inverse. Ce qui me donne un homomorphisme du groupe fondamental de B2, basé en Z2, dans le groupe fondamental de Y, basé en Z1, qui fait précisément la chose suivante. Un lacet G2, je lui associe tau bar, composé avec G2, composé avec tau bar inverse. Voilà une première chose. Ceci, j'ai envie de l'appeler
psi indice taux, d'une part. Et d'autre part, évidemment, par phi, nous avons une identification, un isomorphisme entre les groupes fondamentaux de B1 et de B2, basés en Z1 et Z2. Pi1, B2, Z2 dans pi1 de B1, Z1. Un élément G2, disons qu'il s'envoie sur l'élément correspondant G1, et ceci, c'est via phi étoile inverse. Et ces deux lacets vont avoir des choses à se dire, ces deux images. Et donc, c'est quoi les choses que vont avoir ces lacets à se dire? Eh bien, c'est que quand on fait ce lacet tau bar suivi de G2, suivi de tau bar inverse, ça, c'est un élément du groupe fondamental de Y. Donc, il apparaît dans la partie gauche de notre produit libre. Mais par ailleurs, lorsqu'on passe au quotient, on peut décomposer ce lacet en le produit du lacet image de tau bar, c'est-à-dire le lacet tau, qui est ici, suivi du lacet dans B2, sauf que maintenant B2 et B1 sont identifiés, donc c'est un lacet dans B1, basé en Z1, suivi ensuite du lacet tau inverse. Donc la relation évidente dont je suis en train de vous parler, c'est tout simplement que tau G1 tau moins 1, ça doit être équivalent à psi indice tau de G2. D'accord? Lorsqu'on prend un G2 dans le groupe fondamental de B2, on peut le regarder ici, c'est le psi tau de G2. Et on peut lui associer un G1. Et notre relation évidente va nous dire qu'un élément ici, composé avec un élément là, composé avec le taux inverse, doit être la même chose qu'un certain élément qui vit entièrement dans le groupe fondamental de Z1. Voilà. Et l'énoncé 2 nous dit que les relations évidentes sont les seules à prendre en compte pour définir le noyau de cet homomorphisme F. Et donc, on va dire que ce produit d'éléments dans le produit libre doit être dans le noyau de F, et que précisément, le noyau de F est le sous-groupe normal engendré par tous les éléments de cette forme-là, c'est-à-dire les éléments de cette forme-là et tous leurs conjugués. Le noyau de F est égal à ce sous-groupe normal. Voilà, c'est l'énoncé du théorème de Van Kampen sous la forme recollement sur des fermés. Alors on va traiter un exemple, une surface de genre 2, c'est-à-dire une bouée à deux places. Donc je la regarde comme ceci et je vais identifier l'un à l'autre ces deux cercles, bords de ma surface d'abord trouée. Et on va essayer de calculer le groupe fondamental en utilisant le théorème de Van Kampen, version recollement. Alors, il faut déterminer le groupe fondamental de la pièce Y. Donc là, nous avons Y. Et puis ici, B1 et B2. Alors, qu'est-ce que c'est Y? On voit que par déformation, Y n'est autre qu'un tore avec deux trous. Par déformation, on peut se ramener à cette situation, c'est-à-dire une bouée bien percée. Quel est le groupe fondamental du tore avec deux trous? Eh bien, le tore s'obtient par recollement des faces opposées d'un carré, A, B, A, B. Et nous avons dans le carré maintenant deux trous à exclure. Et puis nous avons une courbe qui tourne dans ce sens-là et une courbe qui tourne dans ce sens-là. Ce sont les deux courbes que nous allons identifier. Bien. Alors, quel est le groupe fondamental de ceci? Nous avons le lacet A au quotient,
le lacet B, et également, alors disons que le point base est ici, nous aurons également un lacet qui fait le tour de ce trou et un lacet qui fait le tour de ce trou, que nous allons appeler respectivement, disons, C1 et C2. Et ces lacets ont quelque chose à se dire, évidemment, puisque si je compose C2 suivi de C1 inverse, c'est homotope à A, B, A-1, B-1. A, B, A-1, B-1 est homotope à C2, C1-1. Bien. Donc, le groupe fondamental de notre tore à deux trous est engendré par A, B, C1, C2, avec une relation qui nous dit que, finalement, C2 s'exprime entièrement à l'aide des autres, comme A, B, A-1, B-1, C1. Donc, au final, on peut enlever C2, et puis on n'a plus aucune relation entre ces générateurs, c'est-à-dire que nous avons le groupe libre à trois générateurs. Bien, maintenant, nous allons calculer le groupe fondamental de la surface, la bouée à deux places, en utilisant le théorème de Van Kampen version recollement. Alors, que nous dit le théorème de Van Kampen? Il nous dit que ce groupe fondamental sera obtenu à partir du groupe libre à trois générateurs A, B, C1, en ajoutant un générateur tau, que je représente par une courbe comme ça, avec, pour unique relation, eh bien, l'expression que le lacet C1 et le lacet C2 sont reliés par une conjugaison à l'aide du chemin tau-bar vu dans le quotient. Autrement dit, tau C1, tau-1 doit être équivalent à C2. Et C2, à l'aide de ceci, on l'exprime sous la forme A, B, A-1, B-1, C1. A, B, A-1, C-1, B-1, C1. Et on se retrouve à nouveau devant une relation du type produit de commutateur, c'est-à-dire que là, je relie tau C1, tau-1, C1-1, est équivalent à A, B, A-1, B-1. Autrement dit, à des remplacements de générateurs par leur inverse près, on se retrouve avec quelque chose du style commutateur de AB multiplié par commutateur de tau' C' doit être trivial. On retrouve une présentation du groupe de surface d'un type qu'on a déjà rencontré. Quelques remarques concernant cette construction et le groupe qu'on obtient. Alors, une première chose à observer, c'est que le groupe fondamental de l'espace quotient admet toujours une surjection sur Z, sur les entiers. L'élément tau, qui provient de tau bar, est un élément d'ordre infini, et l'application qui va dans Z, qui tue le groupe fondamental de Y, et qui envoie tau sur un générateur de Z, est un homomorphisme du groupe fondamental du quotient dans Z. Donc on obtient toujours déjà des groupes qui se surjectent sur Z. Deuxième chose, on peut observer aussi que lorsque le groupe fondamental de B1 et le groupe fondamental de B2 s'injectent dans le groupe fondamental de Y, alors dans le groupe résultant, le pi1 de B1 et le pi1 de B2, quitte à utiliser le chemin tau bar, ces deux sous-groupes du groupe fondamental de Y deviennent conjugués dans le groupe fondamental de X. Et donc ça conduit à une construction générale qu'on appelle une HNN extension. On prend un groupe dans lequel on a deux sous-groupes qui sont isomorphes et on se demande, est-ce qu'il existe un surgroupe dans lequel ces deux groupes-là, isomorphes, seraient en réalité
conjuguée. Eh bien, la HNN extension, c'est-à-dire cet ajout d'un élément et cette construction abstraite d'un groupe général, produit une solution générale. On pourrait exprimer ça plus ou moins en termes de propriété universelle. Alors on va voir sur un petit exemple que le groupe fondamental de l'espace Y obtenu avant recollement ne s'injecte pas nécessairement dans le groupe fondamental obtenu après recollement. Alors les mathématiciens carburent en général au café et ils prennent les tasses à café, leur font subir des choses pas forcément agréables pour la tasse. En fait, cette tasse est obtenue à l'aide d'un fond de gobelet relié avec l'anse et relié avec le haut de la tasse. Donc ici, c'est plein, alors que là, c'est creux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ces deux cercles l'un à l'autre pour obtenir la tasse. Alors vous voyez, le truc, c'est que nous avons l'espace B1 de ce côté-ci, l'espace B2 de ce côté-là. Chacun sont des cercles, mais de ce côté-ci, vous voyez que le cercle qui fait le tour de B1 est homotopiquement trivial. Il faut voir que la lance est pleine. Tandis que le cercle qui fait donc B1, clac, tandis que le cercle qui fait le tour de B2, lui, n'est pas trivial. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que lors du recollement, eh bien, on va identifier le groupe fondamental de B1 avec le groupe fondamental de B2. Or, dans Y, le groupe fondamental de B1 est tué. Et donc, le groupe fondamental de B2 sera tué. Et au final, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, on va, au départ, ce Y, son groupe fondamental, est isomorphe à Z, qui provient essentiellement du groupe fondamental de B2. Et après recollement, tout ce que nous aurons, c'est le groupe engendré par taux bar passé au quotient. Autrement dit, ce que nous aurons au quotient, c'est le lacet consistant à faire le tour de l'anse. Et donc, le groupe fondamental qu'on a à la fin, c'est Z, engendré par tau, tout simplement. Tandis qu'au départ, nous avons le groupe fondamental de Y, qui est lui aussi isomorphe à Z, mais ce Z-là sera tué dans le groupe fondamental du quotient, c'est-à-dire de la tasse.